Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, je suis pas en direct. D'habitude, c'est vrai que je fais des vidéos sur Facebook en live. J'aime bien le faire, ça me permet d'avoir vos réactions. Sauf que ça avait deux inconvénients là pour ce sujet dont je voulais vous parler. Premier inconvénient, c'est que en fait, je voulais vous présenter des choses. Donc, je voulais vous montrer mon écran, je voulais vous montrer certains liens, etc. Et en fait, quand je présente, j'ai beaucoup de mal à voir vos commentaires parce que la nouvelle version de Facebook est absolument horrible pour le moment, et on peut pas bien voir vos commentaires. Donc ça aurait fait vraiment un faux live parce que j'aurais même pas pu répondre. Euh, à vos questions, donc autant assumer complètement le fait que ce soit pas très interactif, mais du coup je vais pouvoir vous partager vraiment du contenu, vous partager des liens, vous partager des informations sur cette question vraiment importante que tout le monde se pose en ce moment dans les métiers de médiation animale, les métiers des fermes pédagogiques, tous ceux qui sont plus ou moins de près dans l'intervention en itinérance ou sur place, dans des fermes pédas, dans des EHPAD, dans des institutions fermées, dans des institutions spécialisées sur le nouveau coronavirus, le Covid-19. Alors je vais préciser quand même la date parce que les choses vont tellement vite. Vous voyez que quand j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo, c'était il y a 3 jours. Les informations que j'avais n'étaient pas du tout celles que j'ai aujourd'hui. Donc les choses vont tellement vite que cette vidéo, si ça se trouve demain, elle n'a plus aucun intérêt. Donc ou en tout cas, des choses auront évolué. Donc ce que je dis aujourd'hui n'est pas à prendre au pied de la lettre si vous la regardez dans quelques jours. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 6 mars, date à laquelle je publie cette vidéo. Au niveau de la France, on est un peu plus à 400 et quelques personnes qui ont été déclarées comme infectées par le coronavirus, par le nouveau coronavirus. On est à quelques morts, hein, moins d'une dizaine. Mais une dizaine quand même de trop. Et on est en stade 2, donc on sait qu'il y a quelques clusters dans la France, on sait qu'il y a quelques zones où des restrictions préfectorales ont été prises, on sait que certains événements ont été interdits ou en tout cas ont été très réglementés. Moi-même la semaine prochaine j'ai des événements sur lesquels je devais me rendre et je ne sais pas encore s'ils seront maintenus ou annulés dans tous les cas. Eh bien, c'est à voir, mais c'est important de vous préciser que, eh bien, les informations sont évolutives, donc tout ce que je vais vous dire ici, peut-être, va évoluer. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je vous dis ce dont on ne va pas parler. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des mesures d'hygiène à mettre en place, des mesures fondamentales. En tout cas, je ne vais pas m'étaler dessus parce que l'objectif, c'est pas de répéter ce que vous pouvez voir à la télé en 2 secondes hyper facilement. Euh, C'est pas compliqué de comprendre comment on fait pour se laver les mains. Je vais quand même pas vous faire une démonstration pour comment est-ce qu'on fait pour se laver les mains avec du savon. Je vais pas vous expliquer comment on fait pour se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique, si tant est que vous en ayez trouvé quelque part. Je vais pas vous parler non plus de l'histoire. Je vais pas vous faire un cours Wikipédia du coronavirus, du nouveau coronavirus, le Covid-19. Ça sert à rien que je vous explique d'où ça vient, pourquoi, comment, de où on en est en Chine. Là, le seul intérêt pour la seule chose pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour qu'on ait des solutions concrètes dans les métiers qui sont impactés de l'animation, de l'intervention en médiation animale, toutes les personnes qui sont en contact dans ces métiers animaliers en contact avec des publics humains et animaux. L'idée, c'est que je puisse répondre à certaines questions que vous m'avez posées et qu'on se pose dans ces professions. Je ne vais pas vous parler non plus de la chose coronavirus comme étant un fait scientifique. Le virus, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous parler de tout un tas de choses que vous trouverez très facilement sur des sites. Alors faites très attention sur quel site vous allez chercher vos informations. Cherchez des sources fiables. Mais voilà, mon objectif, c'est pas de vous raconter la vie du coronavirus et comment est-ce que c'est composé, etc. C'est vraiment d'être le plus concret possible. Maintenant que, ah oui, également, je ne vais pas vous dire, eh ben, en fait, je ne suis pas de Nostradamus, je vais pas vous dire ce qui va se passer quand on sera en niveau 3 parce que pour le moment, sauf quelques institutions qui sont peut-être suffisamment importantes pour avoir des discussions, je sais pas moi, avec les ministères de la santé, etc. Moi, j'ai pas d'informations sur ce qui va se passer quand on passera en niveau 3, ce qui, d'après le président, est assez imminent. Ça devrait passer, donc la France devrait passer en stade 3 d'ici la semaine prochaine.
Comme j'en sais rien de quelles seront les mesures prises à ce moment-là, eh bien, on n'en parle pas tout de suite, quitte à refaire une vidéo plus tard. Donc maintenant que je vous ai dit ça, quelques points fondamentaux, vraiment les trucs clés pour que mais vraiment je vous ai mis la définition et le plus simplissime pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que le Covid-19, pour que ça ait un impact sur ce que je vais vous dire après. Je vous disais tout à l'heure, je vais pas vous faire une définition, scientifique, je vais juste vous dire un petit peu ce que c'est, pour qu'on comprenne, comment on doit prendre la chose par le bon bout. Alors, donc ça c'est un extrait du site du ministère de la Santé, j'ai rien inventé. Je vous parle d'abord des coronavirus, parce qu'en fait le Covid-19 c'est une forme de coronavirus, une nouvelle forme qui a été découverte donc en 2019, qui est émergée, qui est arrivée en Chine, euh, découvert en janvier plutôt de 2020. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères, comme le SRAS, hein, qu'on a déjà entendu parler. Donc c'est quelque chose qui a été, donc il a été nommé ainsi Covid-19 par l'OMS. Donc c'est pas une maladie, c'est pas un virus nouveau, le coronavirus, en tout cas la forme coronavirus existe, comme la grippe existe depuis longtemps, sauf qu'il y a des versions différentes. Pardonnez-moi si j'utilise pas du tout des termes scientifiques, c'est pas mon métier, je ne suis pas un scientifique. Mais voilà, le Covid-19 est une nouvelle forme de coronavirus. La maladie, celle-ci se transmet par les postillons, par les éternuements, par la toux. Alors on entend un peu partout parler de gouttelettes, donc tout ce qui va être un petit peu des éléments liquides qui peuvent sortir de vos muqueuses, de votre bouche, de votre nez. En gros, vous éternuez, vous toussez sur quelqu'un, si vous êtes porteur de la maladie, du virus, eh bien vous pouvez le transmettre. Mais ce n'est pas un virus euh, qui se transmet par d'autres voies. Ce n'est pas un virus qui est sexuellement transmissible, ce n'est pas un virus qui se transmet par l'air, et ce n'est pas un virus qui se transmet par la peau. C'est important de le préciser parce que quand vous serrez la main de quelqu'un, ce n'est pas le fait de lui serrer la main qui peut contaminer la personne, c'est le fait que vous avez eu votre main en contact avec votre bouche et qu'ensuite votre main a été en contact avec une autre personne qui, elle, va avoir sa main en contact avec sa bouche ou avec son nez. Donc en fait, c'est comme ça qu'on peut se contaminer. Deux mains non contaminées, ça va rien changer. C'est vraiment tout ce qui va être les postillons, éternuements et tout, qui vont être à la cause d'une contagion. J'ai pas précisé, c'était marqué juste avant, mais c'est le fait de ne pas se laver les mains, en fait. C'est le fait d'avoir des mains qui sont souillées, qui va avoir un impact et qui va pouvoir contaminer des personnes. Alors voilà la première question qu'on m'a posée sur la relation entre Covid-19 et animaux. Donc plusieurs questions qu'on m'a posées sur Facebook, en message privé ou en commentaire. Est-ce que mes animaux sont en danger? Est-ce qu'ils peuvent contracter le coronavirus? Est-ce qu'ils peuvent l'avoir, être porteurs sains et le transmettre à quelqu'un d'autre? Voilà, on m'a posé tout un tas de questions là-dessus et donc j'ai fait quelques petites recherches pour pouvoir vous renseigner à ce niveau-là. Donc, première information, les animaux peuvent être porteurs de coronavirus, mais d'autres types de coronavirus, pas le Covid-19. Les animaux ont leur propre souche de coronavirus, comme vous avez les volailles qui ont leur propre grippe, vous avez les animaux qui ont leur propre coronavirus, certains types, certaines variations, je ne sais pas comment on dit, de coronavirus. Mais rien à voir avec le Covid-19 dont on parle actuellement. Donc le Covid-19 ne se transmet pas, en tout cas, un animal n'est pas contagieux du Covid-19, ne peut pas transmettre par les postillons à le Covid-19. Ce n'est pas une zoonose. Pour information, je le répète, le Covid-19 ne flotte pas dans l'air. C'est pas un virus qui se balade comme ça. C'est quelque chose qui se transmet par le contact, donc contact physique. Chose importante également, le Covid-19, il peut survivre quelques heures sur des surfaces inertes. C'est pour ça qu'on voit un peu partout des gens qui commencent à paniquer
je dirais presque un peu bêtement, un peu animalement, dans les transports, etc. Et effectivement, quelqu'un qui a une main infectée, qui va toucher une barre de métro, peut laisser le virus sur cet objet qu'on dit une surface inerte. Donc c'est pas un être vivant, une barre de métro, mais le virus peut survivre sur cette barre jusqu'à ce qu'une autre personne soit en contact avec cette barre et bien du coup se contamine elle-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les surfaces, donc tout ce qui n'est pas l'air, toutes les surfaces inertes, peuvent euh, héberger temporairement pendant quelques heures le Covid-19 jusqu'à ce qu'une personne se contamine elle-même. Ça veut dire que le Covid-19 qui n'infecte pas les animaux, mais comme un vêtement, comme un objet, comme une barre de métro, les animaux peuvent théoriquement être porteurs externes du coronavirus, du Covid-19, et donc ils peuvent participer à diffuser le Covid-19. Je parle bien de théoriquement. Théoriquement, vous êtes contagieux, vous êtes infecté, vous toussez sur votre chien et vous avez quelqu'un qui vient caresser votre chien, eh bien vous pouvez avoir contaminé une personne via votre chien. Mais le chien ne va être qu'un intermédiaire, c'est vous qui allez avoir contaminé la personne. Les animaux ne sont pas contagieux du Covid-19 puisqu'ils ne le portent pas comme étant un virus qui leur est propre. Ils n'en sont que les vecteurs, ils n'en sont que les véhicules pour aller jusqu'à une autre personne humaine. C'est important de le préciser. Mais donc théoriquement, un animal, quel qu'il soit, peut être, on va dire, un hébergeur temporaire, un véhicule euh, pour transférer le Covid-19 sur quelqu'un. Cependant, faut quand même le préciser. Donc, tout ce que je vous dis là, hein, c'est des vétérinaires qui le disent, hein, c'est pas moi. Mais il n'empêche que pour l'heure, il n'y a pas de cas qui a été avéré de transmission via un animal. Donc, ce que je vous dis, c'est que théoriquement, c'est possible. Vous pouvez tousser sur un chien qui va ensuite véhiculer le virus vers quelqu'un d'autre. Mais concrètement, aujourd'hui dans le monde, on n'a pas encore recensé un cas où le lien est avéré entre quelqu'un qui a contracté le virus et un animal qui aurait été ce vecteur. Je dis pas que c'est pas impossible, je dis pas que ça n'a pas existé, je dis pas que ça n'existe pas en ce moment. Je dis juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore identifié un animal comme étant la cause d'une transmission de coronavirus. Donc c'est important de le préciser. Le risque de transmission via l'animal, il est donc très faible si tout le monde se lave les mains. Si tout le monde se lave les mains et ne se tousse pas dessus, ne s'éternue pas, on ne se fait pas tous des séances d'éternuement entre nous, on peut, il n'y a pas de raison objective que tout le monde se refile du coronavirus comme ça à grande pelletée. Alors, je suis pas en train de minimiser la chose, mais je suis juste en train de dire attention, voilà objectivement l'information que vous devez retenir au niveau du contact avec les animaux. Ça, c'est important parce que si votre métier c'est de mettre en relation des humains et des animaux, vous allez avoir des institutions qui vont émettre des inquiétudes, des doutes, qui vont vous dire on veut pas que vous veniez en séance, il y a le coronavirus et je suis sûr que votre animal est porteur. Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire oui, théoriquement, mon animal peut porter pendant quelques heures le virus comme n'importe quelle surface inerte, sauf que, euh, premièrement, sachez, chers partenaires, chère institution qui m'invitez chez vous, que ça n'est toujours pas arrivé dans le monde, donc ce serait vraiment la faute à pas de chance, et que deuxièmement, euh, moi j'ai bien fait attention à ce que toutes les personnes qui ont touché mon animal avant se lavent les mains. Et pour vous rassurer encore plus, les dernières personnes qui ont touché mes animaux, c'était hier. Le virus ne survit pas plus de quelques heures, donc vous n'avez pas de risque. La seule personne qui, dans les dernières 12 heures, par exemple, a touché mes animaux, c'est moi. Et je me suis lavé les mains, donc il n'y a pas de souci. Concrètement, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était sur la partie animaux. Vous pouvez déjà être rassuré, vos animaux ne risquent rien. Vous pouvez être aussi rassuré sur le fait que, à moins de faire des séances, hein, tout le temps,
toutes les heures avec les mêmes animaux, etc. Normalement, les animaux ne se retrouvent pas à être des porteurs de tous les virus du monde. Donc, il y a plus de raisons de penser que ça devrait bien se passer. Maintenant, il est vrai que vous pouvez faire face à des obligations, à des annulations que vous n'avez pas prévues. Et c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu ce schéma des bonnes questions à vous poser sur qu'est-ce que vous devez faire dans quelle situation. La première question à vous poser, c'est est-ce qu'il existe un arrêté préfectoral, un arrêté municipal ou un arrêté ministériel qui interdit votre intervention? Ça, du coup, c'est valable que ce soit aujourd'hui, le 6 mars, ou demain, ou après-demain, ou en niveau 3, ou la semaine prochaine. Parce que, par exemple, tout à l'heure, il y a le préfet, je crois, du Haut-Rhin qui a annoncé des mesures de restriction qui sont du coup, qui ont force de loi, hein, qui sont obligatoires. Donc certains établissements sont fermés, certains établissements sont confinés, etc. Il vous suffit de vous dire, ok, vous allez regarder sur le site de la préfecture, sur le site ensuite de la commune, éventuellement du ministère de la Santé pour connaître quelles sont les dernières décisions réglementaires qui ont été prises dans la matière et de voir si vous êtes concerné. Si quelque chose vous concerne et dit que vous avez interdiction d'intervenir pour telle et telle raison, eh bien, vous n'intervenez pas. C'est logique, mais c'est à vous, c'est très important, c'est à vous d'aller chercher l'information. Si vous êtes dans l'Oise, par exemple, ça me paraît judicieux d'aller voir le site de la préfecture et d'aller voir. Alors je dis l'Oise parce qu'aujourd'hui on a un cluster dans l'Oise, mais dans 3-4 jours ce sera partout, donc il faudra aller chercher vous-même sur le site de la préfecture de votre département quelles sont les instructions par rapport à l'établissement que vous allez visiter, ou si c'est vous qui recevez, quelles sont les instructions qui s'appliquent à vous. Est-ce que vous avez le droit de recevoir, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de beaucoup de paramètres. Par exemple, dans certains départements, on commence à restreindre les événements. Là, on était à 5000 personnes. Maintenant, au-dessus de 50 personnes, certains événements sont annulés, sont interdits. Bon, bah voilà. Normalement, si vous faites une séance de médiation animale ou de pédagogie, vous n'avez pas 50 personnes. Mais dans certaines situations, on peut se retrouver à plus de 50. Et bien dans ce cas, il faut le savoir, il faut aller regarder et il faut s'adapter. Donc, ce que je dis, c'est que s'il existe un arrêté préfectoral, municipal ou ministériel qui interdit votre intervention, eh bien, vous ne pouvez pas intervenir. C'est ce que vous voyez sur la droite de la vidéo. Vous ne pouvez pas intervenir. Vous prévenez l'institution, vous lui dites, j'ai un arrêté qui, qui dit telle et telle chose et qui m'interdit de venir. Je suis désolé, je ne peux pas venir. Auquel cas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lui dites, c'est moi qui ne peux pas venir chez vous, je vous facture pas et on reporte la séance pour quand tout ça sera terminé. Chose importante, si c'est le cas, il faut savoir que le gouvernement a considéré que l'épisode de Covid-19 constitue un cas de force majeure. Le cas de force majeure, moi, c'est vraiment une des premières fois que je le vois comme étant vraiment applicable. Un cas de force majeure, normalement, c'est quelque chose qui n'arrive jamais parce que c'est imprévisible, c'est insurmontable, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment très fort. Et donc, pour que le gouvernement considère que le Covid-19 peut constituer, au niveau de vos obligations contractuelles, un cas de force majeure, c'est que ça a quand même une certaine importance. Donc, bah, c'est pas compliqué. Si vous avez un contrat avec votre partenaire, l'institution avec laquelle vous deviez travailler, il y a forcément un article qui s'appelle cas de force majeure. Vous lisez qu'est-ce que vous avez prévu dans le contrat et vous appliquez le contrat. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je le répète à chaque fois en formation, je le répète toujours, toujours, toujours. Il faut avoir un contrat, il faut créer une convention, et autant que possible que ce soit vos conditions et pas les conditions de votre partenaire. C'est à vous de proposer. Si vous n'avez pas de contrat, bah, vous êtes un petit peu dans un moment de flottement, de vide juridique. Vous êtes, de toute façon, vous avez l'interdiction de faire la séance. Maintenant, la question se pose de est-ce que vous avez le droit de facturer quand même l'institution sans avoir fait la séance? Est-ce que vous n'avez pas le droit, etc. C'est quand même beaucoup plus simple si vous avez un contrat, mais sachez que dans ce cas-là, s'il y a un arrêté qui vous a interdit
de faire tel et tel événement, vous avez le droit exceptionnellement d'utiliser la clause du cas de force majeure. Maintenant, il y a une autre situation, c'est ce que vous voyez sur l'autre partie de l'écran à gauche, s'il n'y a pas d'arrêté qui vous concerne. Donc là, on est sur simplement, est-ce que des deux côtés de la relation, on décide de maintenir une séance? Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'établissement lui-même a pris des décisions, des mesures de restriction ou d'annulation? Est-ce qu'il vous a interdit de venir parce que vous êtes un membre extérieur? Est-ce qu'il a interdit toute personne d'entrer? Est-ce qu'il vous autorise à entrer sous certaines conditions, etc. Vous devez regarder, bien sûr, de toute façon, il vous l'informera. Si l'établissement a pris des mesures de restriction, bien, vous n'insistez pas. Ça sert à rien d'insister. Pourquoi? Parce que la personne d'abord qui vous donne l'information, si ça se trouve, ça n'est pas elle, la personne qui a décidé cette mesure. Donc, vous ne pouvez pas négocier quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas été la personne décisionnaire. Si on parle de maisons de retraite, par exemple, d'EHPAD, etc., on est souvent sur des grands groupes. C'est généralement la maison mère qui a pris une décision pour toute la France, ou alors un directeur ou une directrice régionale qui ont pris une décision. Donc c'est pas la peine d'aller chercher à joindre le big boss du grand groupe pour lui dire je suis pas content, on va annuler ma session. Là, vous n'insistez pas, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie par votre partenaire. Il faut savoir que les institutions, notamment les institutions qui traitent avec les personnes du 3e et du 4e âge, elles ont plutôt pas mal d'inquiétudes en ce moment, beaucoup de choses à gérer. Ça fait partie des choses qui sont les plus faciles pour elles, c'est d'annuler les interventions, les animations extérieures. Il faut le comprendre. C'est difficile à accepter quand c'est nos propres revenus qui sont en jeu. Malheureusement, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être payé pour l'intervention qu'ils ont annulée de leur propre volonté. Donc vous allez appliquer les conditions contractuelles d'annulation classiques qui sont prévues dans votre contrat. Et généralement, c'est marqué annulation du fait du client, annulation du fait du donneur d'ordre, annulation du fait du bénéficiaire, etc. En gros, annulation à cause d'eux et pas à cause de vous. Parce que là, dans ce cas-là, c'est pas vous qui avez demandé l'annulation de la séance, c'est eux qui ont dit on préfère que vous ne veniez pas alors qu'on avait prévu une séance ce jour-là. Et là encore, je le répète, c'est les conditions contractuelles qui font foi. Donc, plus vous avez travaillé sur la qualité de votre contrat en amont, mieux c'est. Si vous avez un contrat qui est très flou, bah malheureusement, ce sera aussi très flou dans la relation et vous aurez du mal en tout cas à vous défendre. Vous pouvez tenter, bien évidemment, vous pouvez essayer de facturer et de leur dire, bah écoutez, non, vous avez annulé, moi je dois vous facturer quand même parce que ça fait partie des conditions. Mais si vous n'êtes pas capable de prouver noir sur blanc que c'était prévu comme ça dans les conditions, c'est plus difficile. Bien évidemment, s'il n'y a pas de restriction réglementaire, donc vous n'avez pas d'arrêté préfectoral, pas d'arrêté municipal, pas d'arrêté ministériel, et si en plus de ça, l'établissement qui doit vous recevoir ou qui doit venir chez vous n'a pris aucune mesure de restriction ou d'annulation, c'est-à-dire que pour tout le monde, tout va bien, n'allez pas vous amuser à annuler vous-même, sauf si vous avez un cas de santé de votre propre côté, bien évidemment. Mais si tous les voyants sont au vert, n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas, n'allez pas rajouter de la complexité. Donc vous maintenez la séance et vous passez votre temps à rassurer les personnes sur le fait que vous avez des mesures d'hygiène qui sont exemplaires, que vous allez prendre des mesures d'hygiène complémentaires. Vous allez faire de la pédagogie sur le fait que les animaux, je vous l'ai dit dans la page précédente, ne présentent aucun risque parce que ceci, parce que cela. Vous pouvez reprendre le discours que je vous ai dit avant. Et vous allez organiser vos séances de sorte que les contacts physiques soient amoindris. Si d'habitude vous faites des séances où tout le monde se prend par la main, s'embrasse et chante et se parle très proche, très frontalement, non, là vous allez peut-être revoir un petit peu la manière dont vous faites votre séance pour que les gens aient une distance peut-être entre elles un peu plus importante.
pour que le contact se fasse un peu, mais pas trop, pas tout le temps, et que vous soyez le plus en alerte possible, que dès qu'une personne se met à tousser, à postillonner, etc., que ce soit dans un endroit où il n'y a pas de risque, hein, je le répète, non, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde le dit partout, dans sa manche, ou en tout cas dans un endroit qui risque rien. On va pas tousser dans ses mains et ensuite caresser un animal. Si vous voyez quelqu'un qui se met à tousser dans ses mains, bah, vous lui demandez de se laver les mains tout de suite, avant qu'elle ne touche un animal. Ça paraît logique. Donc, une des mesures intéressantes, c'est de garder bien le contrôle visuel de ce qui se passe, de pas avoir trop de personnes, parce que si vous êtes sur plusieurs tables en même temps, sur plusieurs groupes à gérer, et donc que vous pouvez pas techniquement avoir les yeux sur tout le monde, bien là, c'est là que ça peut dérailler et il se peut se passer quelque chose. En tout cas, il peut y avoir une transmission de quelque chose. Donc, mon conseil, c'est que vous gardiez le moyen pendant vos séances d'avoir les yeux facilement sur l'ensemble des personnes, quitte à restreindre le nombre de bénéficiaires, quitte à en tout cas à réorganiser les choses, faire en sorte à ce que vous ayez les yeux un peu partout. Il ne s'agit pas d'être complètement fou et en alerte, il s'agit juste d'un tout petit peu de bon sens, de faire en sorte à ce que les gens ne se mettent pas à tousser sur vos animaux, parce que pour le coup, là, vos animaux deviennent effectivement des porteurs temporaires du Covid-19. Donc voilà un petit peu pour les mesures, en tout cas comment vous devez réagir en fonction des différentes situations. Tout ça étant par rapport à l'ensemble des informations que j'ai pu trouver sur cette histoire de cas de force majeure, les conditions applicables au contrat, etc., etc. Si vous n'avez pas de contrat, eh bien référez-vous à vos propres conditions générales de vente si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il est possible que quand vous avez signé quelque chose, un devis avec votre partenaire, que lui-même vous ait donné ses conditions applicables ou que sais-je, faut regarder l'ensemble des choses que vous avez conjointement signées. S'il n'y a pas, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut aller chercher dans le droit commun. Là, c'est plus difficile de trouver quelque chose qui vous soit a fortiori avantageux. Si j'avais un petit message à faire passer, ce serait que l'idée, c'est que vous ne fassiez le moins de place possible au hasard, hein. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose hein, dans ce type de métier, c'est que vous soyez bien prêt, que vous sachiez où vous allez, que vous ne laissiez pas de place au doute. Donc déjà, premièrement, si vous avez un doute sur votre propre état de santé, là, c'est certain que vous ne devez pas exercer, vous ne devez pas aller, on va dire, tenter le diable. Si vous avez fréquenté un lieu qui est objectivement risqué, je prends un exemple, alors on a vu hier qu'il y avait eu une congrégation religieuse ou je sais pas trop quoi. Bon, bah, si vous étiez en plein dedans, n'allez pas vous amuser à faire une séance de médiation animale le lendemain alors que vous savez qu'un grand nombre de personnes ont été contaminées. Si vous étiez dans un lieu où voilà, des personnes étaient contaminées et où on sait que c'était à risque, ne prenez pas de risque d'aller contaminer d'autres personnes. Pareil, vous avez des enfants, vous avez un conjoint et une conjointe qui potentiellement présentent des symptômes, n'est pas forcément testé positif, mais en tout cas présente des symptômes, ou un lien direct ou indirect avec le Covid-19, eh bien, n'oubliez pas de protéger vos bénéficiaires. Ne mettez jamais en danger vos bénéficiaires si vous-même vous avez un doute. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous maintenez la séance si tous les voyants sont au vert, de votre côté et du côté du partenaire. Mais si vous avez un doute sur votre propre potentialité, même avec un léger... à partir du moment où, voilà, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, protégez-vous et protégez vos bénéficiaires et leur entourage. Si vous avez un doute, le numéro, c'est le 15. Vous les appelez, vous attendez une bonne grosse demi-heure parce que c'est saturé, et vous voyez avec eux s'ils ne peuvent pas vous dépister. Quelques informations qui... Alors ça, c'est le 50 autres % des questions qu'on m'a posées sur Facebook et sur le chat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut rien faire.
On ne peut pas facturer à l'entreprise parce que le contrat ne le prévoit pas ou parce que l'entreprise, l'institution qui devait nous recevoir ne veut pas nous régler sous tel et tel prétexte. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Parce que c'est de grosses pertes financières qui peuvent arriver. Alors rassurez-vous, on va pas avoir des pertes financières pendant un an, hein. Ça va être peut-être 30 jours, un mois, 2 mois, mais il n'empêche que ça fait quand même une grosse perte d'activité. Bon, je vous ai listé ici 4 éléments que vous pouvez essayer d'approfondir un peu de votre côté en fonction de votre situation. Le premier qui sera assez peu applicable, mais on ne sait jamais, c'est si vous avez un contrat de prévoyance. Vous pouvez aller voir les petites lignes, voir ce sur quoi vous êtes protégé. Notamment si vous êtes arrêté. Alors, il y a des mesures qui ont été prises, par exemple, de confinement avec la sécurité sociale, l'assurance maladie qui vous indemnise même si vous n'êtes pas malade. Si vous faites l'objet d'une mesure de confinement, donc là, vous pouvez être indemnisé par la Sécu, mais la prévoyance peut venir compléter ça, ou peut venir compléter en cas d'arrêt prolongé. Mais ça, c'est en cas de maladie ou de confinement. Ensuite, il y a votre assurance professionnelle. Elle peut vous assurer des risques professionnels qui peuvent notamment, et là, il faut aller regarder, si vous êtes assuré contre les pertes d'activité liées à une situation sanitaire spécifique dans le pays. Donc là, le meilleur moyen, c'est de regarder votre police d'assurance et le meilleur moyen, c'est d'appeler directement votre assurance multirisque. Si vous en avez une, d'entreprise, d'association, vous devez vous référer aux conditions et regarder quelles sont les possibilités d'indemnisation, combien, comment, sous quelles conditions. Ensuite, il reste 2 mesures possibles. Alors, je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas identifiées. Donc, si vous en avez d'autres, bien évidemment, s'il vous plaît, mettez-les moi en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Si vous connaissez des dispositifs d'aide, de soutien, etc., eh bien, faut y aller. En fait, la vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont possibles. Il n'y a pas un fonds qui a été créé par l'État, en tout cas pour indemniser les entreprises et les associations qui sont perdantes de ça. Sinon, ça leur coûterait des milliards et des milliards. Malheureusement, c'est une tempête qui va pas durer des mois et des mois, je vous l'ai dit, mais pour laquelle il faut effectivement se barricader quelque temps et attendre que ça passe. Donc, euh, autre dispositif, l'assouplissement. Alors, l'URSSAF fait un effort. Assouplissement de l'URSSAF lié au versement des charges sociales. Donc là, je vous ai mis le lien, hein, ursaf.fr/portail, etc. L'URSSAF concède exceptionnellement des délais, voire des étalements possibles des versements de charges sociales, voire si vous êtes un indépendant. Vous savez que quand vous êtes un indépendant, les charges sociales sont pas calculées sur la base du salaire, mais sur la base d'un forfait calculé sur l'année dernière, etc. Donc c'est généralement rigide. Quand on a une perte d'activité, on continue à payer l'URSSAF plein pot alors qu'on a beaucoup moins de revenus. Là, l'URSSAF accepte d'accélérer le recalcul du montant de vos cotisations si vous avez une grosse perte d'activité. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site de l'URSSAF avec la page dédiée à l'épidémie de coronavirus. Enfin, il y a un autre dispositif pour lequel vous pouvez réfléchir si vous avez un statut salarié. C'est eh bien, c'est le chômage partiel, l'activité partielle. Donc vous pouvez recourir à l'activité partielle et donc suspendre temporairement les contrats de travail en maintenant quand même le salaire et l'activité. Alors ça veut dire quoi suspendre le contrat de travail? Quand on a un contrat de travail, il est basé sur un nombre d'heures, une tâche, etc. Le fait de le suspendre, mais de maintenir l'activité, ça veut dire que les conditions du contrat de travail ne sont pas maintenues et on change les conditions, on change les règles du jeu. Et notamment le fait que on va travailler moins parce qu'on a moins d'activité, c'est l'objet, et on doit maintenir un salaire à 70%. Donc on peut baisser de 30% le salaire, l'entreprise peut baisser de 30% le montant des salaires, et l'État va prendre en charge 7,74 € de l'heure. Donc si vous avez l'habitude de vous rémunérer l'équivalent, je sais pas moi, de 15 euros, alors je sais pas si c'est brut ou net, faudra aller regarder les détails, mais vous avez l'habitude de vous rémunérer 15 euros, vous avez une baisse de 30%, ça fait qu'il vous reste 10,50 € de revenus en chômage partiel.
l'État vient payer une partie de 7,75 €, donc il va rester à l'entreprise à payer 10,50 € moins 7,74 €, donc à peu près, enfin 3 euros, un peu moins de 3 euros. Donc ça peut être avantageux, en tout cas ça peut vous aider à tenir bon face à cette période un petit peu difficile. Je vous ai mis 2 liens avec tous les détails de ces mesures, de comment est-ce que vous pouvez en profiter, comment est-ce que vous pouvez le demander, est-ce que la situation est applicable, etc. Je voudrais terminer par quelques numéros utiles. Je rappelle deux, trois petites choses avant, c'est que je ne suis ni médecin, ni spécialiste du Covid, du coronavirus, ni de quelconque autre maladie, que je ne fais pas partie de l'État, que je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable. Donc toutes les informations que je vous donne là sont à titre informatif. Vous devez aller ensuite chercher vous-même l'information applicable à votre situation. Et bien sûr, tout ce que je vous dis là ne se substituera jamais aux informations officielles, même si tout ce que je vous ai donné là vient de sources officielles. Elles peuvent être à jour, elles peuvent être mises à jour demain après-demain, auquel cas, peut-être que ce que je vous dis là n'est plus bon si vous m'écoutez 2-3 jours après. Le SAMU, ça par contre, ça change pas, ce sera toujours le même numéro, j'espère. Donc c'est le 15. Si vous avez la moindre suspicion sur votre propre état de santé ou quelqu'un de votre entourage, vous contactez le 15. Si vous avez des questions relatives à la situation du Covid-19 hors problème direct de santé, eh bien c'est le 0800 130 000. Je vous ai parlé des possibilités d'allègement de charges au niveau de l'URSSAF. C'est valable que vous soyez indépendant ou que vous soyez profession libérale, employeur ou employé. Enfin, si vous êtes employé de votre propre structure, par exemple, vous pouvez les contacter. 39 57 ou 36 98 pour le numéro pour les indépendants. Je vous ai mis également en lien un article de Isabelle Malo, Coronavirus et personnes fragiles, comment se protéger. Là, c'est pour voir un petit peu plus la technique de comment est-ce qu'on fait pour se protéger. Et bien sûr, le site le plus important que vous devez suivre régulièrement, le site du gouvernement /info-coronavirus, sur laquelle d'ailleurs vous pouvez aller télécharger tout un tas de visuels officiels sur comment est-ce qu'on peut informer en français, en anglais, en italien, télécharger la fiche sur les gestes barrières, etc. Si vous avez votre propre lieu dans lequel vous recevez du public, moi je vous invite à télécharger le premier et le dernier des visuels là que vous voyez sur sur la petite image pour pouvoir l'afficher à l'entrée ou l'afficher quelque part. Donc on a terminé. Je vous le disais en démarrage, on n'est pas sur une vidéo en direct, je m'en excuse. J'ai pas trouvé un moyen qui soit suffisamment satisfaisant pour qu'on crée quelque chose de super interactif. J'ai fait le choix, je devais faire un arbitrage entre le fait de pouvoir vous présenter mon écran de manière vraiment propre, de bonne qualité, et avoir un échange finalement de mauvaise qualité, parce que sur Facebook on a un décalage qui est énorme. J'ai préféré mettre plutôt le paquet sur le visuel pour que vous puissiez voir mon écran, pour que vous puissiez voir les informations et les liens, surtout les liens. Mais bien évidemment, vous avez la possibilité de commenter à partir du moment où vous restez poli, sympathique et optimiste sur tout ça. Je le rappelle, dans les commentaires, je ne souhaite pas avoir de messages complotistes ou de fake news. Et donc je les enlèverai si je vois des choses euh, de, qui n'ajoutent pas de contenu à notre schmilblick. L'idée c'est que si vous avez des choses à partager qui peuvent aider les professionnels de santé, les professionnels du monde de la médiation animale, les professionnels de la pédagogie, enfermes pédagogiques, etc. Si vous pouvez leur apporter du contenu, des informations, eh bien faites-le, ce sera largement bienvenu en commentaire. Si par contre vous êtes là pour, je sais pas moi, critiquer l'action du gouvernement, rajouter des fausses informations, parler de l'origine, parler des Chinois ou que sais-je, c'est pas le sujet. J'ai pas envie qu'on ait des débats de médiocre qualité sur ça, donc je vous invite à ne pas le faire.
Moi, je voudrais qu'on ait vraiment des discussions qui soient le plus professionnelles possible. Bien évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer un message contact@tristan-ferré.fr. Je rappelle quand même que je ne suis pas capable de répondre à des questions de santé, bien évidemment, mais des questions sur la gestion de votre petite entreprise, ça, je peux éventuellement vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas du coup à commenter, à partager cette vidéo et à la relayer, à la faire vivre, à rajouter tous vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt et n'oubliez pas de faire le bien autour de vous. Portez-vous bien.